Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Vision sur Canal Algérie. Avons-nous raté notre transition énergétique? Le débat est en tout cas posé à différentes sphères de décision et d'évaluation. Ce qui est certain, c'est que les projets prévus dans ce secteur depuis au moins une dizaine d'années ont accusé des retards pour le moins inexpliqués. Le résultat des réalisations reste lui insignifiant avec à peine un peu plus de 400 MW installés. Alors qu'on le sait, l'Algérie dispose d'un potentiel ou l'un des meilleurs créneaux de production d'énergie renouvelable, notamment dans le solaire. Un certain nombre d'experts ont dénoncé concrètement des réticences à cette réforme énergétique, pourtant inéluctable dans un pays comme le nôtre, dont la consommation énergétique est devenue tout simplement insoutenable. On en parle ce soir avec notre invité, M. Nordine Issa, le commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, c'était aujourd'hui la clôture du Salon de l'électricité et des énergies renouvelables qui s'est tenu donc du 8 au 11. La thématique de ce salon était axée sur l'électrique et des énergies renouvelables en particulier. Est-ce que ce salon d'ailleurs qui a marqué le retour de l'événementiel, est-ce qu'il a permis d'identifier des preneurs puisque il y a aujourd'hui des projets concrets et je sais que vous en avez rencontré quelques-uns avec notamment le ministre du secteur. Est-ce qu'il y a des preneurs, est-ce qu'il y a des investisseurs intéressés directement, concrètement dans ce projet national des énergies renouvelables? Ayant participé aux 4 éditions de Salon de l'électricité et des énergies renouvelables, l'édition de cette année a été marquée par la participation importante des acteurs et des opérateurs nationaux. Oui. Bon, bien sûr, le contexte de la pandémie ne permet pas donc la participation des acteurs étrangers. Et on a vu que quand même il y a une émergence d'un tissu à la fois industriel mais des petites entreprises qui font de l'installation. Donc on a rencontré pas mal de petites entreprises qui font dans l'installation, qui font de l'engineering, des études. Et nous avons également constaté la participation des jeunes entrepreneurs. C'est des jeunes à peine diplômés des universités et qui se lancent dans les projets des énergies renouvelables. Et à côté donc, de ce salon, il y a une organisation quand même d'un challenge sur l'innovation et les startups dans les domaines de l'électricité et des énergies renouvelables. Il y a eu quand même une participation de qualité, donc une participation remarquable des jeunes diplômés d'université. Donc c'est quand même, ça donne, c'est encourageant et ça donne quand même une bonne appréciation par rapport un peu l'engouement et l'intérêt porté par la jeunesse algérienne sur l'accompagnement et la réalisation des programmes des énergies renouvelables. Alors pour revenir au projet des 1000 MW, la production, l'avis d'appel d'offres a été lancé pour la production de 1000 MW de sources photovoltaïques et l'avis d'appel d'offres sera lancé en juin prochain. Est-ce que ce salon, je répète donc ma question, a permis d'identifier de potentiels investisseurs? Encore une fois, c'est un salon qui a regroupé des opérateurs et des acteurs nationaux. La plupart sont impliqués dans le programme du ministère de l'Intérieur des collectivités locales. C'est des petits installateurs qui font des installations des kits solaires, des systèmes solaires, qui participent au programme de solarisation des écoles ou de solarisation des édifices. Il y a des professionnels. Oui, il y a des professionnels aussi. Il y a aussi qui font un peu dans l'éclairage public solaire. Certainement, il y a des professionnels qui ont les capacités plus importantes et qui peuvent donc participer à la réalisation donc, des programmes des énergies renouvelables, notamment solaires, avec des capacités moyennes ou des grandes capacités. Alors le projet, il faut le souligner, il concerne 10 wilayas du Sud avec 100 MW pour chacune.
Et c'est le secteur de l'agriculture qui est clairement visé par ce programme. Est-ce que le ministère de l'Agriculture pourrait donner l'exemple, puisque lorsqu'il s'agit justement d'installation en termes d'énergie renouvelable, il n'est qu'à 4,197 kilowatts, c'est bien cela. C'est un ministère qui a installé très très peu, qui ne produit pas d'énergie propre. Juste pour donner un peu l'historique, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, oui. Avait lancé depuis des années, notamment à travers sa filiale de génie rural, à travers le commissariat de développement de la steppe et d'autres institutions sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, ils ont lancé quand même des programmes dans le passé, dans l'installation des kits solaires, oui. Et les pompages solaires. Oui, il y a beaucoup de programmes. Pour les puits. Oui, on a fait un bilan dans notre... Mais le résultat est là, c'est des petites capacités, mais il n'y a pas eu de continuité, justement. Ouais. Il n'y a pas eu de continuité de programme. Maintenant, le programme des énergies renouvelables, justement, au programme de la transition énergétique, vise justement à s'inscrire dans un programme de transition économique. C'est un programme qui vise un peu oui. le développement économique et social. Est-ce que vous diriez que les pouvoirs publics sont impliqués? Parce qu'il est là l'objet de ma question. Oui, lorsqu'on voit par exemple que le ministère de l'Intérieur, pour prendre cet exemple, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales a lui installé à peu près 10 000 kilowatts. Ça reste, même si c'est le ministère qui a fait le plus, ça reste quand même assez faible. Pour sensibiliser la masse, est-ce que les pouvoirs publics ne doivent pas d'abord donner l'exemple? Donc là, vous êtes en train de donner un peu le bilan sectoriel. Il faut peut-être souligner, à travers le bilan que nous avions réalisé, c'est que l'ensemble des secteurs avaient quand même réalisé des programmes à des degrés, bien sûr, différents, très disparates, et selon leurs besoins. Et c'était des initiatives propres, c'est des initiatives un peu sectorielles. C'est le ministère de l'Intérieur et de la collectivité locale avait lancé une initiative justement pour promouvoir la transition énergétique et le développement des énergies au niveau local. Donc, il avait lancé des programmes de solarisation solaire à titre démonstratif au niveau des écoles, au niveau des mosquées, même l'éclairage public, doter un peu les sites isolés par des kits solaires. Le ministère de l'Agriculture avait des besoins aussi dans certains sites isolés qui n'ont pas accès à l'électricité, de distribuer un certain site kit pour le pompage, un peu, que ce soit pour l'irrigation ou que ce soit pour l'élevage. Le ministère de la Poste et de la Télécommunication, bien sûr, il y a des relais de télécommunication qui sont un peu installés un peu partout sur le territoire national. Donc, avait besoin aussi, il y avait besoin d'autres sources alternatives, des sources énergétiques. Mais ça reste des installations, oui, qui très modestes. Très modestes. Est-ce qu'on ne devrait pas passer la vitesse supérieure? Pardonnez-moi, juste pour le ministère de l'Intérieur, pour prendre encore une fois cet exemple, quand on sait que les collectivités locales consomment énormément d'énergie, on a fait un bilan à un certain moment, je crois que même au niveau de votre commissariat, il y a eu cette alerte sur la consommation d'énergie folle au niveau des collectivités locales et qu'il fallait y remédier, notamment en allant vers la promotion de l'électricité verte. Pourquoi cela n'est pas déjà fait selon vous? Justement, donc là, je reviens par rapport à votre bilan, c'était un peu l'initiative sectorielle. Maintenant, il y a quand même un programme de M. le Président de la République et qui donne la priorité. Il y a deux grandes priorités. Le programme pour les zones d'ombre, notamment les zones isolées, pour les doter de l'électrification, donc là où il n'y a pas la possibilité de les raccorder au réseau électrique en raison compte tenu de leur éloignement, donc il y a des systèmes à base de l'énergie solaire. Donc il y a un grand programme qui a été lancé, il y a en cours de réalisation par les collectivités locales. Il y a une deuxième instruction aussi de M. le Président de la République, c'est d'aller vers l'éclairage solaire. Donc ça, c'est des grands programmes que le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales est en train de lancer. Nous avions lancé début mois de février, nous avons signé une convention justement pour les accompagner dans la réalisation des programmes, parce que la vision du commissariat, c'est comment assurer la durabilité et la pérennité de l'accès à ce service. Ouais. Force est de constater que nous avions fait des inspections et des sorties sur terrain
Et nous étions vraiment très surpris par rapport à la réaction des bénéficiaires. C'est des dons, c'est un peu, c'est le lettre qui dote, qui subventionne ces systèmes. Et on a été un peu surpris de voir que la qualité de ces systèmes, la qualité à la fois de système et la qualité de service de ces systèmes ne répondait pas aux besoins de ces populations. Donc on a vu dans certains sites que les kits solaires ne suffisaient pas pour éclairer un peu des chambres. On a même vu qu'au bout d'un mois ou 2 mois, le système ne fonctionnait plus. Et donc, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, de revoir les cahiers de charges pour justement garantir la qualité de l'installation. C'est très important, parce que c'est des systèmes qui devaient quand même fonctionner au moins 25 ans. Et donc là, garantir la qualité de l'installation, la qualité de l'étude, le dimensionnement et la qualité des équipements. Et nous avons même proposé des systèmes, des kits solaires qui sont évolutifs. C'est-à-dire ce n'est plus un kit solaire figé, c'est-à-dire avec quelques panneaux solaires pour éclairer quelques lampes ou pour un certain nombre un peu de services. Nous avons proposé au Miklat et au Wilayat d'un système évolutif, c'est-à-dire on donne, bien sûr pour le besoin précis, un système doté avec 1,2 kW, avec des batteries de stockage, des onduleurs, mais qui peuvent évoluer dans le temps s'il y a un besoin, parce que la famille grandit, il peut installer d'autres panneaux. Il peut même, après, s'il y a un raccordement de réseau électrique, il peut donc même se raccorder au réseau, il peut même injecter sur le réseau, il peut même l'hybrider avec de groupes électrogènes. Donc c'est un peu des solutions qui s'appliquent un peu partout et qui sont pratiquement au même prix ou moins cher, mais qui de bonne qualité. Ça, c'est des solutions concrètes. Notre objectif au niveau du commissariat, c'est comment promouvoir l'énergie solaire. On ne veut pas, parce qu'au risque de continuer dans ces systèmes de bas de gamme et de mauvaise qualité, on risque de dégrader l'image de l'énergie solaire et on risque d'avoir un refus catégorique des populations. Parce que beaucoup de populations demandent à ce que soient raccordés un peu au réseau électrique ou carrément des systèmes des groupes électrogènes. Parce que les systèmes qui ont été incertains, pas tous les systèmes, ne répondaient pas. Donc là, uniformisation, pas uniformisation, selon le contexte, selon les besoins, selon les wilayas. Uniformisation ce sont les qualités. Donc là, on exige la qualité, que ce soit pour les kits solaires. On vous donne d'autres exemples. Quand même, il y a l'instruction d'installer l'éclairage solaire. L'éclairage solaire, bien sûr, LED, et vous pouvez le constater, il y a beaucoup de systèmes qui ont été installés un peu partout, que ce soit au nord, dans le sud, dans le haut plateau, ne fonctionnent pas. Ils fonctionnent parce qu'on a adopté des configurations qui s'adaptent pas au contexte national. Et donc nous sommes en train de leur proposer des configurations qui soient fiables, performantes, et qui répondent un peu aux besoins de l'éclairage public. Donc vous pouvez le constater même dans les grandes villes, même qui sont à quel moment on peut espérer voir des résultats concrets, c'est-à-dire dans ce programme? Il y a un troisième paramètre qui n'a pas peut-être permis un peu la généralisation de l'utilisation de systèmes solaires, c'est qu'un peu, il y a une loi qui a été promulguée en 2002, la loi sur l'électricité, mais les textes d'application n'ont pas suivi justement pour permettre un peu la promotion de l'autoconsommation, c'est-à-dire un peu l'installation des toits solaires au niveau des édifices publics, parce que là, la collectivité locale et des édifices publics, au niveau des tertiaires, au niveau des commerciales, au niveau des résidentiels, au niveau des ménages, et donc ça permet un petit peu donc de libérer les initiatives et donc d'augmenter un peu la cadence des réalisations dans l'énergie solaire. Donc il n'y a pas encore de délai, il n'y a pas de timeline en fait. Non, pas donc bien sûr le commissariat on avait publié un rapport justement où il y a une partie où on a fait un diagnostic. Pourquoi justement, pour répondre à votre question, pourquoi on n'a pas développé, pourquoi le programme des énergies renouvelables n'a pas été vraiment, la cadence des réalisations n'a pas été bien. Après on a fait, donc dans notre troisième partie, on a fait des recommandations très concrètes et on est en train bien sûr, on est en train de
les concrétiser, de les mettre en œuvre. Bien, des groupes de travail qui ont été mis en place. Et donc, il y a quand même des conventions qui ont été signées. Et on est en train de contribuer. Vous ne répondez pas à la question. De contribuer. Non, mais je suis en train de répondre pour le délai. Est-ce qu'on peut, d'ici par exemple une année, par rapport au programme. Par rapport au programme quand même qui ont été financés par l'État, les programmes des collectivités locales, les projets sont en train d'être réalisés. Les kits solaires sont en train d'être installés un peu partout dans les sites isolés. La même chose pour l'éclairage public. Maintenant, ce qu'on est en train de faire avec le ministère de l'Intérieur, de MECLAT, c'est d'assurer un peu la qualité et d'adapter des configurations soit propre à notre besoin et propre à le contexte national. On ne va pas ramener de l'éclairage public qui fonctionne super bien en Finlande ou en Allemagne ou en Norvège, on va l'installer à Hassim Saoud ou à Adrar ou à Insaleh ou à Alger. Donc il y a quand même des spécificités techniques, régionales. Et même différentes entre le nord et le sud. Bien sûr, il y a la qualité, etc. Il y a même par rapport à l'aménagement urbain. Donc là, il faut intégrer l'éclairage public par rapport à la planification urbaine. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu et nous sommes en train de finaliser, justement. Nous allons le publier peut-être fin de ce mois ou le mois prochain. Un référentiel national sur l'éclairage public solaire qui va être donc utilisé comme un guide pour les installateurs, que ce soit pour le ministère de l'Intérieur, pour le ministère de l'Habitat ou les travaux publics. C'est un référentiel national, donc selon les normes, et selon les règles universellement admises. Il faut rappeler que le commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique a publié en décembre, pour ceux qui ne le savent pas, décembre dernier, son premier rapport annuel sur donc la situation énergétique en Algérie, intitulé ce rapport « Transition énergétique en Algérie, leçons, état des lieux et perspectives pour un développement accéléré des énergies renouvelables ». Alors, juste... pour prendre comme ça une déclaration du ministre lors du salon sur les énergies renouvelables, qui a lui-même, dit-il, été surpris du nombre des opérateurs et investisseurs dans ce domaine et de la gamme de produits et solutions proposées. Il a déclaré, je cite, « Je ne saurais jamais assez remercier Madame la Présidente de ce forum », donc il y a eu un forum pendant le salon, « pour m'avoir permis d'avoir le contact, car avec toute franchise, nous n'avions pas ce contact, nous avons pris les adresses et numéros de téléphone d'un peu tout le monde. » Est-ce qu'il n'est pas déjà là le problème? C'est que les pouvoirs publics, les responsables dans ce secteur ne discutent pas avec ceux qui sont sur le terrain. Il n'y a pas de contact entre ces deux entités, j'ai envie de dire. Donc justement, il y a beaucoup d'opérateurs, il y a maintenant des organisations. Maintenant, les opérateurs, il y a une évolution par rapport un peu l'organisation un peu des opérateurs, c'est des acteurs. Depuis 2017 quand même, il y a eu création, la mise en place d'un cluster d'énergie solaire. Ils sont très actifs sur le terrain et qui regroupe l'ensemble des industriels. Maintenant, quand même, nous avons, d'ici la fin de l'année, peut-être on va atteindre une capacité de 450 MW de capacité de production de panneaux solaires. Il y a des installateurs, il y a des gens qui font de l'engineering, il y a des entreprises qui font de l'engineering et des projets. Est-ce qu'au niveau du commissariat, vous les connaissez, vous travaillez avec eux? Oui. Puisque vous êtes sur le terrain. Oui, nous sommes très proches de ces acteurs. Ils sont même membres de notre conseil consultatif. Le directeur général de cluster énergie solaire et les membres du conseil consultatif, on travaille tout le temps avec eux. Ça fait 3 jours, j'étais en visite à Shelrom Leïd, dans l'usine de fabrication de panneaux solaires. Et je dois faire un témoignage. Quand même, c'est un grand défi, c'est un grand challenge. Il a installé, donc, c'est la société Meltec. C'est une entreprise familiale. Donc, ils sont en train de fabriquer des panneaux solaires à une capacité annuelle de 100 MW. C'est avec beaucoup de courage, parce que vraiment, la zone industrielle, elle est située dans une zone d'ombre. Ils n'ont ni accès à l'électricité. D'ailleurs, ils utilisent un groupe électrogène. Ils n'ont ni accès à l'assainissement, ni à les infrastructures. C'est basé sur la volonté individuelle. La volonté individuelle et qui laisse quand même, qu'on doit réfléchir justement à mettre en place quand même un pôle industriel dédié
un pôle industriel dédié aux énergies renouvelables, un pôle industriel qui doit qui peut être constitué des industriels pour les panneaux solaires, les onduleurs, les batteries, des centres, peut-être un centre de recherche, le cluster de l'énergie solaire. Donc un pôle, nous avons une destination où on peut réserver un pôle justement juste pour le développement des énergies renouvelables, parce que vraiment ils travaillent dans des conditions très très difficiles. D'ailleurs, ils sont situés dans un site très très éloigné, où pratiquement il y a la piste. Et donc il y a du courage, il y a donc chez des jeunes ingénieurs formés, et donc il y a de la volonté. Mais qu'est-ce que vous pensez justement de la création par la CIPA, notamment d'une confédération des industriels et producteurs, d'une nouvelle fédération des énergies renouvelables, de la transition énergétique? Ça s'est fait cette semaine. Qu'est-ce que cela augure, par exemple, pour le secteur des énergies renouvelables? Non, il y a déjà un cluster, il y a peut-être des fédérations, puis il y a des groupements. Donc ça commence à s'organiser. Donc il y a un enrichissement. Tout ça, ça rentre dans un enrichissement, il y a un intérêt, et tout ça, on doit tous travailler ensemble. On fédérer nos moyens, nous mutualiser et travailler ensemble justement pour concrétiser les objectifs combien importants, stratégiques pour la sécurité énergétique, pour la diversification de notre mix énergétique. Donc il y a besoin de travailler tous ensemble pour atteindre les objectifs dans les délais raisonnables. Vous avez parlé dans votre rapport, le rapport du commissariat, des résistances à cette transition énergétique et qui ont fait tout simplement échouer le programme national, jusqu'ici en tout cas, le programme national de transition énergétique. Est-ce que vous avez identifié ces parties? Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi il y a ce type de résistance? Non, c'est résistance parce qu'il y a toujours une résistance au changement. Parce que là, il y a le développement des énergies renouvelables passe par une mutation dans notre système de production de l'énergie, parce qu'on passe d'un système qui est un peu centralisé, on a l'habitude classique, donc centralisé, on construit des grandes centrales. Et donc, bien sûr, donc ils sont un peu injectés sur les réseaux de transport, etc. Et on passe vers un autre mode de production qui est décentralisé, qui est distribué. Et donc, donc la transformation énergétique, appelle de nouvelles compétences. Appel de compétences, appelle une nouvelle réglementation pour permettre aux petits producteurs ou des producteurs indépendants d'injecter sur le réseau, notamment le réseau de distribution de basse tension, et pour des capacités moyennes sur les réseaux de moyenne tension. Donc il y a lieu de s'adapter un peu à ces nouvelles mutations énergétiques. Bien sûr, en matière de réglementation, on a parlé, il y a lieu de mettre en application la loi sur l'électricité, mettre les textes d'application pour permettre justement de libérer donc, le marché de renouvelables. Elles sont là, les résistances. Pour permettre justement, pour mettre donc pour diversifier un peu les opérateurs, pour permettre aux ménages de pouvoir se doter d'un système de système solaire et donc l'injecter sur le réseau, pour permettre au secteur tertiaire, commercial, administratif, d'en bénéficier, de bénéficier, permettre également au secteur industriel. Donc c'est un peu libérer les initiatives et permettre un peu d'opérer cette transition énergétique qui passe encore une fois par un changement donc, de la gestion et de modèle de production énergétique. Alors, vous avez parlé de l'ancrage juridique autour des énergies renouvelables. Il a été pourtant renforcé en 2014 par un certain nombre de mesures incitatives en direction des professionnels, tout simplement, avec notamment la mesure ou le procédé des tarifs d'achat garantis, n'est-ce pas? Mais qui n'a pas non plus donné ses fruits. Les appels d'offres, c'est pareil. Qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que les appels d'offres concernant par exemple les 1000 MW va aboutir avec les mêmes conditions, le même ancrage juridique? Justement, donc dans notre rapport, nous avons développé tout ça. Nous avons développé sur le plan, développé un peu les recommandations, un peu les options qui doivent être adoptées justement pour pouvoir justement transcender et accélérer. On a dit accélérer le développement des énergies renouvelables. Donc il faut déjà préparer, les fondements, les préalables. Donc déjà les préalables, c'est un peu les textes d'application.
Nous avons une loi qui a été, la loi de 2002, on a été un peu parmi les premiers d'ailleurs. Les directives de l'Union européenne ont été publiées en 1996. C'est quelques années après. L'Algérie quand même a promulgué une loi sur l'électricité. L'Algérie quand même a créé des centres de recherche. Le centre de recherche de développement des énergies renouvelables, il date des années, la création de 1988. Il y avait des agences comme l'APRU. Donc il y a la loi. Donc il y a le premier programme. Mais qu'est-ce qui bloque alors? Maintenant, il faut passer. Maintenant, on a fait un diagnostic. On a fait un état des lieux. On a identifié les éléments de blocage. Ils sont identifiés, ils sont même publiés. Maintenant, il faut... Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns pour les éléments de blocage, on a parlé de la mise en place de marché de renouvelables, libérer le marché de renouvelables, que ce soit pour les producteurs indépendants, pour que ce soit pour les ménages, pour que ce soit pour les tertiaires. Madame, je vous donne l'exemple. On a parlé le programme de solarisation des écoles. On a quand même installé quelque chose comme 400 à 500 écoles. Écoles sont solarisées. On les a dotées avec du système solaire. Eh bien, les écoles n'ont pas, maintenant, ils ne peuvent pas injecter sur le réseau national. Alors que vous connaissez bien les écoles. Les écoles, pratiquement, ils sont ouverts entre peut-être 8h et 13h. Après, ils sont fermés les mardis après-midi, les week-ends, les vacances. Dans la période de la pandémie, de confinement, ils étaient fermés pendant 7 mois. Et donc, pendant 7 mois, les systèmes solaires n'injectaient pas. Donc, il n'y a aucune rentabilité. Ni l'école ne bénéficie, ni les collectivités locales. Et là, il y a quand même un existant. Il y a un existant, c'est par rapport un peu ces écoles. Une base. Donc, il suffit de mettre un cadre, ne serait-ce que transitoire, madame, ne serait-ce que transitoire pour permettre à ces écoles d'injecter le surplus de production. Notamment, ils sont fermés à partir de 16h, sur le raisonnement, et de permettre aux collectivités locales de réduire leurs factures, parce qu'ils ont quand même une facture énergétique qui est un peu importante, qui est pesante sur la trésorerie des APC. La même chose, nous avons quand même des CET, des centres d'enfouissement technique, nous avons des déchets qu'on peut également valoriser en énergie. Nous vous donnons l'exemple de maintenant c'est le parc public de Wattsmart, qui est un peu c'est une décharge qui a été réhabilitée. Quand même, il y a des quantités de déchets. Donc il y a une quantité importante de biogaz qui peuvent être utilisés pour produire de l'électricité. Il y a même un moteur de cogénération, c'est-à-dire un système qui peut produire jusqu'à 600 kW d'électricité à partir de biogaz, qui ne peut pas être opérationnel faute d'une réglementation qui permet un peu l'injection sur le réseau. Oui. Et donc, il y a combien de CET sur le territoire national, et ça crée de l'emploi pour les gestionnaires de ces CET, et ça donne aussi de la valeur ajoutée aux CET. Oui. Et si on ouvre un peu le marché sur les collectivités, sur le résidentiel, à travers les systèmes de toits solaires, que ce soit pour le minage ou là pour les secteurs commerciaux. Nous avons des centres commerciaux qui ont des grands parkings. On peut installer des parkings solaires, des ombrières solaires, et qui peuvent aussi contribuer à la production d'électricité et donc injecter sur le réseau. Le secteur industriel, on peut promouvoir la cogénération au niveau des secteurs industriels, c'est-à-dire c'est des moteurs qui peuvent donc produire à la fois de la chaleur et de l'électricité. Nous pouvons également intégrer l'autoproduction au niveau du secteur industriel, c'est-à-dire l'autoproduction, ils produisent eux-mêmes l'électricité à travers l'énergie solaire. La même chose pour le secteur. Qu'est-ce que vous répondez pardonnez-moi, juste pour reprendre je vais continuer, madame. Je vais continuer. Le secteur de l'agriculture, quand même, il y a des périmètres importants. Il y a même des solutions qui ont été proposées dans le rapport, et même d'autres experts. Ils ont quand même proposé des solutions pour installer des centrales près de ces périmètres agricoles, et donc on rapproche un petit peu la production de l'électricité de centres de consommation. Oui. Ça, c'est valable pour les périmètres agricoles, c'est valable également pour les nouvelles zones industrielles. Et donc, on va donc diversifier et donc étendre un peu
l'application des énergies renouvelables au niveau de l'ensemble des secteurs. Et là, on opère une transition, énergétique. Oui. On opère une transition énergétique intersectorielle et multisectorielle, bien sûr, qui permet donc au développement économique et social sur l'ensemble des territoires. Monsieur Issa, pour revenir aux résistances, vous êtes en train de justement proposer un certain nombre de solutions pratiquement pour tous les secteurs. Hein. Il y a des solutions, oui. il y a des systèmes pour économiser de l'énergie aujourd'hui et on peut les installer tout de suite. Mais pour revenir aux résistances justement, dont même le président de la République en a parlé, les résistances au niveau des administrations qui bloquent des projets structurants, notamment dans ce secteur des énergies renouvelables. Pour reprendre la procédure, par exemple, de tarifs d'achat garantis. Alors on dit que les rares investisseurs qui s'y sont aventurés ont buté sur le premier document demandé, soit l'autorisation de raccordement au réseau, qui reste un préalable donc de garantie incontournable. Donc vous voyez, est-ce qu'il n'est pas là déjà le problème? C'est l'administration qui gêne le secteur des énergies renouvelables. Nous avons, donc à travers bien sûr le rapport que nous avions élaboré avec la participation de l'ensemble des secteurs et de l'ensemble des acteurs et des opérateurs de renouvelables qui sont sur le terrain, on avait des propositions très concrètes qui permettent de lever tous ces blocages et ces entraves. Donc ils sont là les propositions. Est-ce qu'elles sont levées? Est-ce qu'elles vont être levées? Est-ce qu'elles ont été écoutées, ces propositions? Non, mais ça, on commence déjà. On commence à les solutionner. On commence déjà à les solutionner. Je vous donne un exemple. Monsieur le Premier ministre, justement, a instruit le ministère de l'Environnement à l'effet de constituer un groupe de travail pour se pencher, pour valoriser les potentiels, pas valoriser les déchets, la valorisation énergétique des déchets au niveau bien sûr, on va commencer par le parc public de Ouattama, avec l'ex-décharge de Ouattama, et l'étendre sur l'ensemble des CET. Ça, c'est de concret. Le ministère de l'Intérieur des collectivités locales, bien sûr, nous sommes en train de les accompagner justement pour pérenniser au moins par les kits solaires. Quand on donne un système à un citoyen algérien, un ménage, un foyer, il est content parce qu'il a quand même un équipement qui peut lui fournir le service énergétique au moins pendant longtemps, pendant 10 ans, 20 ans, 25 ans. Ça, c'est important. Quand on installe un éclairage public au niveau d'une collectivité, au niveau au moins on fait une configuration qui donne le meilleur, donc la qualité de l'éclairage, et avec bien sûr la durabilité et la performance. Ça, c'est important. Donc il y a des solutions faciles à réaliser. Maintenant, avec le ministère de l'Énergie, la CREG, nous avons constitué un groupe de travail, nous avons commencé à travailler pour justement débloquer la situation par rapport aux autorisations d'injection d'horizon. Bien sûr, le ministère de l'Énergie est en train de travailler sur le code grid, ou le code réseau pour la basse tension et la moyenne tension, puisqu'il y a déjà le code réseau pour la haute tension a été déjà élaboré. Donc, bien sûr, maintenant, on doit préparer un peu les fondements d'une transition énergétique réussie. J'ajouterai un autre élément très important. Oui. Très important, c'est l'infrastructure qualité. L'infrastructure qualité. Mais vous en avez parlé. Oui, ça c'est très important. Oui. Parce que même veillez à ce qu'il y ait des kits Pas uniquement les kits. Oui. Il y a déjà la qualité de l'étude. Il faut qu'elle soit bien dimensionnée pour qu'il n'y ait pas une surfacturation. Déjà, c'est important. C'est pas le but, justement. Oui, il faut qu'il y ait une bonne étude et qui est bien dimensionnée et qui fournit le service selon la demande. La qualification de l'opérateur lui-même. Le troisième élément, c'est la qualité des équipements, que ce soit les panneaux solaires, il faut que ce soit de bonne qualité, les onduleurs, les batteries, tout ça doit être de bonne qualité. Et dans le domaine de l'efficacité énergétique, bien sûr, nous assistons chaque année à un pic de consommation durant la période estivale, c'est le mois de juillet, août, là on atteint 15 000 mégawatts de consommation d'énergie.
Là, les équipements électroménagers, que ce soit notamment cette consommation est tirée essentiellement consommation c'est la climatisation. La climatisation. Donc la climatisation, déjà, il faut mettre en place un laboratoire en Algérie, c'est une priorité, qui contrôle la qualité de ces climatiseurs. Énergivore. Énergivore, bien sûr, pour s'assurer que c'est un climatiseur de classe A ou A+, etc. Parce que quand les affiches qu'on voit sur les climatiseurs, sur les équipements électroménagers, c'est de l'autodéclaration. Il n'y a pas de vérification par un laboratoire accrédité qui vérifie la conformité des données, la conformité de labellisation qui a été, de l'étiquetage qui a été donné par le fabricant, le constructeur ou l'importateur. Et là, c'est très important. Là, si on arrive à mettre en place des laboratoires, ça c'est une priorité. Ouais. Le laboratoire de contrôle qualité pour les équipements électroménagers, climatiseurs, réfrigérateurs, donc ça nous aiderait à réduire. À réduire. Et donc là, il y a imposer bien sûr, des taxes pour les équipements. La même chose. Sachant que l'Algérie, M. Issa, n'est pas sensibilisé à la lecture justement des... Mais là, il faut laboratoire. Même quand on fait des lectures, on fait des labels et des étiquettes qui ne sont pas vérifiables par un laboratoire accrédité. C'est certain. Donc là aussi, les lampes. On achète des lampes LED et qui, au bout de 3 mois ou 2 mois, ils ne fonctionnent plus. Oui. Et donc, vous voyez, donc ça c'est important. Là, ça doit être un projet national. Un peu instauré. Et tous les pays, madame, tous les pays, ils ont commencé par mettre en place l'infrastructure qualité. Et le premier groupe de travail que le commissariat a installé, c'est le groupe de travail sur l'infrastructure qualité. Bon, il y a quand même des laboratoires au niveau de CEDUR qui sont en train, on voit d'être accrédités, laboratoire pour la certification des panneaux solaires et un autre sur les chauffe-eau solaires. Ça, c'est un acquis pour l'efficacité énergétique et pour les énergies renouvelables. Il faut étendre ça pour les batteries, pour les onduleurs et pour l'ensemble des équipements électroménagers qui contribuent à la pic de consommation, notamment les climatiseurs. Donc là, c'est une urgence de mettre en place ces laboratoires. Ça, donc il y a des préalables. Donc il y a la loi, il y a les laboratoires, il y a la formation. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner justement des délais? Est-ce qu'au niveau des sphères de décision, il y a des délais pour revoir notamment la loi? Vous en avez parlé, la loi de 2002 pour la libéralisation de la production d'électricité. Vous avez dit vous-même que votre institution a mis en place une stratégie de transition énergétique à même de permettre aux citoyens, c'est peut-être votre mission première, de devenir fournisseurs de la Sonelgaz en électricité. Donc, quand est-ce qu'on pourrait voir? Ça, c'est un objectif. Un des objectifs. Un objectif qui est très important. Oui. Parce qu'on veut... Quand est-ce qu'on pourra le voir concrètement? Parce que si on fait une petite comparaison, un benchmarking, par rapport aux expériences de transition énergétique par le monde. Donc, les politiques de transition énergétique, ils ont commencé à mettre en place les préalables. Les préalables, c'est... L'Allemagne, ils ont commencé par lancer un programme de 1000 toits solaires. On commence par 1000 toits solaires. C'est comment faire participer le citoyen, les ménages dans le programme. Alors comment, justement? Justement, à travers les programmes d'un mécanisme incitatif qui permet aux ménages d'installer un toit solaire sur son toit, donc moyennant des mécanismes de financement, de remboursement avec les banques, il y a des mécanismes, et ça permettrait d'atteindre 2 objectifs. Le premier objectif, c'est que le citoyen se transforme en producteur d'électricité, donc il va signer un contrat avec Sonelgaz en tant que producteur et en même temps consommateur d'énergie, donc il va être un partenaire contractuel avec Sonatrach, ce n'est plus un client. Le deuxième objectif, comme il devient un producteur, il va faire plus attention à la consommation. Il va être plus responsable par rapport à sa consommation. Et donc, ça permet à instaurer, de changer les comportements et de promouvoir l'efficacité énergétique. Ça, c'est valable également pour le secteur commercial. Nous avons des centres commerciaux. Si on met en place ce mécanisme, donc on va transformer. Ils peuvent eux-mêmes devenir des autoproducteurs. C'est valable aussi pour l'industrie. Mais tout cela n'est pas encore réalisable dans l'immédiat. Donc le commissariat, tout simplement, donc à travers le groupe de travail qu'on a mis en place, on a demandé à ce qu'il y ait des textes d'application. Oui. La loi a été déjà promulguée. Est-ce qu'il y a un projet dans ce sens? Et donc il y a déjà on va organiser bientôt
à une journée technique justement pour débattre comment donc permettre un peu la mise en place et donc les textes d'application. Ça, c'est comment, au moins pour certains secteurs, parce qu'on a quand même des installations qui ont été réalisées, notamment pour les secteurs des collectivités locales. Comme il y a 500 écoles qui sont là, qui sont solarisées, il y a quand même le parc public de Ouatsamar et CET. Comment, bien sûr, mettre en place un cadre ne serait-ce que transitoire, qui permet à ces producteurs, que ce soit les collectivités locales ou le ministère de l'Environnement, de leur autorisant l'injection sur le réseau et donc de créer une activité autour de ces... donc pour l'instant, il n'y a pas de date ou disons de deadline pour changer ce cadre juridique. Ça ne dépend pas du commissariat. Non, évidemment, on sait que ça ne dépend pas du commissariat, mais est-ce qu'il y a... Un facilitateur qui est... maintenant... Est-ce qu'on vous en a parlé? Est-ce qu'il y a par exemple... On est en train bien sûr de débattre sur les solutions. Bien sûr, donc maintenant, charge au secteur concerné donc de mettre en place les textes d'application nécessaires pour libérer les initiatives et permettre à l'ensemble des secteurs de pouvoir produire et injecter sur le réseau. Alors, qu'est-ce que vous pensez de certains experts qui disent que pour remettre le chantier des énergies renouvelables sur les rails, il y a la nécessité en fait de mettre en place une gestion centralisée de la politique des énergies renouvelables. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Bon, maintenant, par rapport à la gestion centralisée, donc bien sûr, c'est disons le domaine des énergies renouvelables. On a développé à travers à travers cette émission que l'ensemble des secteurs est concerné par la transition énergétique et l'ensemble des secteurs ont plus ou moins lancé des programmes de énergie renouvelable. On a cité l'agriculture, on a cité le ministère de la collectivité locale, on a cité la poste et communication. Bien sûr, mais dans ces secteurs, l'exemple de Miclat, par exemple, ne dispose pas des structures techniques ou des institutions qui peuvent les accompagner pour la mise en œuvre de ces différents programmes. Mais certains ont proposé... Et donc, nous, on est en train au commissariat, en tant que c'est une institution qui dépend directement de Monsieur le Premier ministre, on est pratiquement une institution intersectorielle. Donc, on est en train de faire cet accompagnement, ce facilitateur et l'accompagnement technique, donc accompagnement pour proposer des solutions les plus performantes et les plus appropriées et pour les besoins précis. Alors, qu'est-ce que vous pensez de certains experts, encore une fois, qui dénoncent le manque d'écoute au niveau, encore une fois, des sphères décisionnelles, en précisant qu'ils ont proposé des projets dans le solaire, l'éolien aussi, mais il n'y a eu aucune réaction de la part des décideurs. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'experts, d'investisseurs qui veulent aller dans le concret, mais leurs projets n'aboutissent pas. Est-ce qu'il y a un manque d'écoute? En tous les cas, au niveau des commissariats. Donc, je parle au nom des commissariats. Pour parler de votre institution. Commissariat, d'ailleurs. Puisque nous avons au niveau vous êtes un facilitateur. Nous avons quand même un conseil consultatif qui est constitué des experts nationaux résidant en Algérie, des experts algériens résidant à l'étranger, des représentants des opérateurs économiques, y compris le cluster d'énergie solaire, et nous avons même des représentants de la société civile. C'est vraiment un conseil consultatif qui regroupe toutes les forces vives de pays. Et on fait donc c'est à charge de ce conseil consultatif donc de proposer des solutions, mais nous sommes ouverts à toutes les donc on peut s'adresser à vous. On travaille avec l'ensemble des secteurs. Bien sûr, peut-être on n'a pas abordé le volet formation, le volet... Si, évidemment. Vous avez parlé des qualifications. Formation, on n'a pas volé un peu les diplômés des universités, maintenant qui cherchent un peu de participer, parce que quand même nous avons des centaines pratiquement des milliers de diplômés dans le domaine des énergies renouvelables qui sortent chaque année des universités et qui cherchent des débouchés dans le domaine des énergies renouvelables. Donc il y a vraiment
il y a en plus des secteurs, les besoins des secteurs pour injecter sur le réseau, mais il y a aussi les petits, les diplômés d'université qui peuvent eux-mêmes prendre en charge l'installation des petits systèmes. Si on ouvre un petit peu l'autoconsommation, c'est-à-dire le marché des toits solaires, si on démocratise un peu l'accès aux petits projets de toits solaires entre 5 et 10 kilowatts, eh ben, on va permettre aux jeunes diplômés des universités, des formations professionnelles, de créer leur propre entreprise. C'est des systèmes maîtrisables, ils les maîtrisent, ils les maîtrisent au niveau des centres de formation. Donc nous sommes prêts en fait. Donc, non, mais c'est des systèmes qui sont à notre portée. Oui. Ça ne demande pas des grands moyens et ils ne sont pas des projets capitalistiques. Ce ne sont pas des projets qui demandent l'expertise internationale ou des multinationales pour les réaliser. C'est des petits jeunes. D'ailleurs, on les a rencontrés lors de salons. Ils sont en train de faire quand même des propositions. Et ça crée aussi de l'emploi durable, ça crée des petites entreprises et surtout, ça crée de l'innovation. Parce que comme c'est des systèmes qu'on peut gérer à distance, ça crée aussi des opportunités d'innovation, de création de start-up. De start-up, évidemment. Bien sûr, notamment avec les systèmes intelligents, la gestion intelligente, le comptage intelligent. Et donc, ça ouvre la voie aussi à la recherche, à l'innovation. Oui. On va terminer juste un mot sur le partenariat. Le ministère de tutelle dit que la transition énergétique a des chances de réussir grâce à la Sonatrach et à la Sonelgaz. Ça ne se fera pas en tout cas sans ces deux grandes entreprises. Quelle sera la part justement de ces entreprises dans la transition énergétique et puis la part bien sûr du partenariat étranger qui peut lui aussi contribuer à ouvrir davantage le marché pour justement ces professionnels des énergies renouvelables. Sonelgaz, de par sa nature et de par, bien sûr, c'est l'acheteur principal de l'électricité, le gaz, et de par son expérience, déjà quand même, ils ont quand même une filiale de ASKTM qui a quand même... C'est elle qui installe... qui a installé la grosse partie les seules 22 centrales solaires ont été quand même installées par ASKTM, donc elles capitalisent quand même... C'est 22 mégawatts. Non, 22 centrales. Qui capitalisent quand même 380 mégawatts entre les 22 centrales photovoltaïques plus la centrale éolienne d'Adrar de 10 mégawatts. Quand même, ils capitalisent une certaine expérience. À mon avis, il faut déjà évaluer un peu le retour d'expérience, de tirer les leçons de ces projets quand même, qui sont fonctionnels depuis quelques années. D'ailleurs, il y a quand même une centrale démonstrative, multitechnologie, il y a aussi la centrale d'Adrar, l'éolienne, qui est vraiment une école par rapport un peu à l'éolienne. Sonatrach, bien sûr, je pense qu'ils ont un programme pour l'autoproduction. Puisqu'on parlait de l'autoproduction, il y a un besoin justement pour s'alimenter aussi en énergie solaire pour les besoins propres au Sonatrach, ce qu'on appelle un peu le brownfield, c'est-à-dire pour s'autosuffire en énergie, pour participer un petit peu à réduire la consommation du gaz au niveau des bases de vie, au niveau des champs, des chantiers, etc. Donc il y a aussi un programme. Mais tout comme Sonelgaz, Sonatrach peut aussi participer à l'effort national de développement des énergies renouvelables. Bon, le partenariat, je pense que maintenant, pour pouvoir pour vous, mobiliser... c'est pas l'urgence, hein? Non, c'est pas par rapport à l'urgence. Maintenant, pour mobiliser les financements, bien sûr, maintenant on peut, parce que quand même on traverse une période de crise, oui, donc là peut-être par rapport à mobilisation mobilisation du financement ou peut-être après pour les projets, des grands projets, donc là on peut faire appel à un peu l'expertise internationale en matière de transfert, peut-être de transfert des technologies, mais on n'a pas parlé aussi un peu des technologies qui vont venir par rapport aux technologies de rupture, par rapport au Nous stockage. sommes déjà en retard par rapport au stockage d'énergie. Donc l'évolution de la technologie. On n'a pas parlé de stockage d'énergie, maintenant qui est en train de se développer, et aussi l'hydrogène un peu vert qui est produit à partir de énergies renouvelables à travers l'électrolyse. Bien sûr, c'est des technologies qui vont arriver, et peut-être la mobilité électrique, et qui vont peut-être
bouleverser un petit peu le système énergétique mondial. Oui. Est-ce que justement, juste une question pour terminer, est-ce que la reprise des cours du pétrole vous inquiète? Parce que chez nous, quand ça remonte, les énergies renouvelables, on a tendance à les mettre un petit peu de côté, en tout cas par le passé. Peut-être aujourd'hui... Je pense que c'est une bonne opportunité justement pour financer une partie de nos programmes des énergies renouvelables. Vous n'avez pas peur que ça remette un petit peu à la trappe les projets du renouvelable? Au contraire, on va saisir cette opportunité parce que quand on avait un peu l'embellie financière, on n'a pas n'avait pas saisi l'opportunité de lancer des projets. Maintenant, je pense que les leçons ont été tirées. Donc là, il faut... Vous croyez qu'il y a la volonté politique aujourd'hui? Non, je pense qu'elle est très... franchement. Moi, la volonté politique, elle est là, elle est exprimée. Moi, au niveau du commissariat, c'est mettre en place. La priorité, c'est comment... Il faut déjà commencer à mettre en place les fondements d'une transition énergétique réussie. Et on les a énumérés, je pense que les principaux ont été déjà énumérés. C'est très, très important. Monsieur Nordine Issa, je rappelle que vous êtes le commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et à la semaine prochaine. Bonsoir.